Démarrage en cours. Voilà, normalement, maintenant, là, on devrait être en direct. Qu'est-ce que ça démarre? Ah, ok. Attends, je vais juste chercher mon téléphone. Voilà. Alors, normalement, on est en ligne. Est-ce que... Voilà, comment on utilise un nouveau outil. Donc, bonjour à ceux qui sont connectés. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Merci d'être Je présent. vois Hugues. Bonjour à Anthony. Bonjour à Baptiste. Bonjour à Karine, à Caroline. Si vous pouvez me dire si vous nous voyez, si vous nous entendez. Voilà, Hugo qui nous dit bonjour. Merci Hugues pour ton petit message. Ravi de te lire. Est-ce qu'il y en a un qui peut nous dire si ça fonctionne, s'il nous entend, s'il nous voit? Parce que de mon côté, je vous avoue que j'ai pas de retour. Bon, il y a des messages qui arrivent, donc a priori, Oui. Ouais, a priori, voilà. Ça marche, ça fonctionne. Oui. Ça fonctionne. Ben alors moi j'ai pas tout, donc bon. Il faut toujours un petit délai, oui. Oui, parfait. Ok, merci Jérémy. Merci Jérémy. Donc bonjour à tous. Mélanie, voilà. Bonjour Mélanie. Merci d'avoir pris le temps. Ah ben voilà, ça c'est notre ami Ludovic. Alors, juste un instant. Oui. Oui Ludo. Allô. Allô. Ça va commencer dans quelques secondes. Juste le temps que notre ami Ludovic arrive à se connecter. Oui Ludo. C'est le dernier mail que j'ai envoyé. Non, il y a peut-être des bouchons aussi, hein, c'est pour ça. Entre le salon et la cuisine, c'est pas facile. C'est ça. J'ai enregistré ton adresse mail habituelle. Ludovic, ouais, je pense, ouais. T'as pas vu, j'ai renvoyé un deuxième lien. Ah. Voilà, on a un petit souci technique, vous êtes en direct, hein, c'est du live. C'est les voilà. On est avec Ludo qui n'arrive pas à se connecter, donc notre ami Ludovic Jean. Et on a perdu Christophe. Les petits soucis du direct, la petite connexion, mais après ça va le faire. Ouais, ça n'a pas été préenregistré, c'est vrai. Voilà. C'est le direct qu'on a complètement perdu Christophe. En tout cas, moi je vois arriver des messages, donc déjà c'est déjà pas mal. Merci à tous ceux merci à Christophe de cette conférence. Merci à tous ceux qui ont pu nous rejoindre. Et puis ça va être très sympa de pouvoir échanger sur ce sujet du business de l'après-confinement. Mais on a perdu complètement notre Christophe. On va devoir faire. Donc je sais pas si vous nous entendez nous, puisque Christophe a disparu. Mm-hmm. Mais en tout cas, moi je vois arriver les messages, donc c'est que ça fonctionne. Oui, Hugues, Grégory, Amélia, Karine. Voilà. Simon. Bonjour à tous. Voilà. Hugo. On t'avait perdu, Christophe. Ouais, un petit peu. Ouais, je vous remercie les garçons. Écoutez, on a quelques petits soucis techniques avec notre ami Ludo qui arrive pas à se connecter, mais j'espère qu'il va arriver à nous rejoindre. Et puis moi je vous propose de pas trop tarder parce que je voudrais qu'on puisse boucler à 10 heures, comme ça tout le monde après peut poursuivre sa journée. Je voulais vous dire au préalable pour ceux qui pourraient pas rester jusqu'au bout que après ils vont recevoir par mail la vidéo, donc vous pourrez le revoir si jamais, et puis je vous enverrai aussi les liens si vous avez des questions à nous poser en dehors, donc vous pouvez poser les questions en direct, on essaiera de traiter ça.
Et puis voilà. Allez, on commence tout de suite par. Je vais vous partager mon écran et on va démarrer. Alors, hop. Voilà. Alors, on va commencer par le début. Tchac. Voilà. Donc d'abord, je voulais remercier les intervenants, à savoir déjà ceux qui sont là pour le moment, Patrice Bailly, Imo Group Yvonne. Peut-être que tu peux te présenter en quelques instants, Patrice, Oui, sur ton absolument. parcours professionnel. Absolument. Déjà, je remercie tout le monde et je te remercie Christophe d'avoir pu créer ce webinaire. Donc, je suis marié, j'ai 3 enfants, je suis dans l'immobilier. J'ai démarré l'immobilier en 2001 et j'ai eu la chance de rencontrer effectivement Philippe Sarnin, qui m'a aidé donc pour l'agence de Divonne, voilà, à être associé dans cette belle équipe et grâce à lui, nous avons pu effectivement avoir une belle image sur la région du Pays de Gex et d'Yvonne-les-Bains. Ok, donc vous avez compris, Patrice, c'est la personne qui va nous parler du Pays de Gex ce matin. Oui. Et pour le secteur du Chablais, on a la chance d'avoir Alexandre avec nous, Alexandre Bourlard de Léman Property. Alexandre. Oui, bonjour à tous. Merci Christophe pour cette invitation et cette conférence. Moi, donc, je suis Alexandre Bourlard. Je suis directeur associé sur l'agence de Mestri pour l'agence Léman Property. J'ai commencé l'immobilier il y a plus de 20 ans maintenant et j'ai toujours exercé sur le Chablais. Effectivement, on est une agence qui compte 26 collaborateurs. Et il y a les agences de Mestri, Thonon, Évian, et puis bientôt Scié et Bégiers. Voilà, donc on couvre tout le Chablais. Super. Et donc nous avons aussi, nous attendons, vous avez compris, Ludovic Jean qui lui est en train d'essayer de se connecter. Je vois qu'il y a Lénaïque, je sais pas si vous arrivez à, qu'il y a Lénaïque qui est en ligne, je sais pas si vous arrivez à avoir un lien avec Ludovic. Donc Ludovic, je le connais depuis longtemps, donc en quelques mots, il a travaillé notamment dans le Pays de Gex et puis depuis un peu moins d'une dizaine d'années, il a repris l'agence Lancy. Il travaillait auparavant pour le cabinet Lancy. Il a repris le cabinet Lancy à Saint-Julien-en-Genevois et il travaille principalement sur le secteur du Genevois et un peu sur la région d'Annemasse. Donc voilà, en espérant qu'il nous rejoigne bientôt. Ok, alors on va. Collonges sous Salève, à quel secteur? Je suis italien, je suis intéressé pour acheter sur le secteur de Collonges. Collonges sous Salève, c'est plutôt le Genevois. Oui. Et c'est plutôt donc le secteur de Ludovic. Voilà. En espérant donc qu'il puisse nous rejoindre. Donc, le programme de la matinée, c'est donc l'accueil présentation, c'est fait. On va faire un tour rapidement avec nos experts pour parler de l'état du marché avant le confinement, avant le 16 mars. Et puis aussi, ce qui est intéressant, c'est la période depuis le 16 mars jusqu'à aujourd'hui, parce que vous verrez, ils ont plein de choses à vous dire. Dans le deuxième temps, on regardera les facteurs influents, qu'est-ce qui pourra influencer la reprise, dynamique, pas dynamique, quels sont les facteurs qu'il faudra prendre en compte pour évaluer ça. Et puis enfin, en troisième partie, quelques conseils pratiques pour réussir son projet immobilier et on conclura là-dessus. Voilà. Alors, on va tout de suite partir sur cette première partie avec l'état du marché. Alors, on va commencer par Alex. Comment c'est le secteur du Chablais? Comment c'était le secteur du Chablais avant la crise et qu'est-ce qui s'est passé depuis 8 semaines, là, Alexandre? Alors, moi, je dirais que l'année 2019, elle a été pour, je pense, beaucoup de monde, une année record. Au niveau national, c'était une année record du nombre de ventes, en volume des ventes. Et on l'a vérifié sur le Chablais.
On a eu énormément de mouvements, donc beaucoup de personnes qui étaient intéressées à venir habiter dans le Chablais ou à déménager dans le Chablais. Voilà. Donc on a eu une très belle année qui s'est poursuivie sur le début janvier-février jusqu'à l'état du confinement. Ça a été quelque chose d'assez soudain, hein, c'est arrivé en une dizaine de jours. Et puis si je peux parler des 8 semaines qu'on a vécues, pour parler des acquéreurs, dans un premier temps, on va dire que sur les 2, 3 premières semaines, je pense que ça a été assez calme, mais on a énormément travaillé puisque depuis, je dirais depuis voilà 4, 5 semaines, on a énormément de clients qui cherchent à acquérir, donc avec qui ben on a pris le temps de discuter puisqu'on a retravaillé un petit peu différemment, on a fait aussi des rendez-vous en visioconférence comme on fait. Et moi, je suis assez optimiste quant à la suite, puisque voilà, à partir de la semaine prochaine, si tout se passe bien, j'ai déjà plein de rendez-vous programmés. Donc voilà comment ça s'est passé pendant les 8 semaines à venir de mon côté du Chablais. Je pense que la reprise va se faire en douceur, mais qu'il y aura une reprise. Ok. Donc on va passer pour le moment Ludovic en espérant qu'il arrive à se connecter. On va parler avec Patrice maintenant. Patrice, c'était comment l'état du marché avant que tout s'arrête? Ben, je rejoins effectivement Alexandre, puisque les clients bénéficient des taux justement qui sont historiquement très bas. Et je pense que toi, en tant que professionnel, tu vas pouvoir confirmer ceci. Ouais. Effectivement, donc les clients, pour des périodes comme le mois de janvier, février, qui normalement sont des périodes plutôt calmes, on vient d'avoir des démarrages en hiver qui sont excellents, effectivement. Et on a une motivation pour l'ensemble de notre clientèle, effectivement, de profiter de ces taux et de se faire plaisir, d'acheter des biens, appartements, maisons, terrains, et d'être propriétaire. Voilà. Ok. Donc on était donc si je vous comprends bien, c'est que on était déjà dans une situation donc une année 2019, une très bonne année 2019 dans le Pays de Gex, dans le Chablais. A priori c'était la même chose d'après ce que je crois savoir sur le secteur du Genevois, Annemasse. Et puis là, ça a été arrêté, mais les gens ont maintenu leurs intérêts. Est-ce que vous avez perdu des clients? Il y a des gens qui ont arrêté ou qui ont mis en sommeil leur projet ou pas? Non, pas vraiment. Moi, je pense que par rapport aux clients qu'on avait déjà en portefeuille, puisqu'on a continué à communiquer avec eux, ils n'ont pas arrêté leur projet. Franchement, j'en ai pas qui m'ont dit on stoppe nos recherches. Et on s'est retrouvé, je dirais, en tout cas depuis Pâques, avec une recrudescence des demandes. On en reçoit très régulièrement tous les jours et ça s'accélère plus on arrive sur la période du déconfinement. Ok. Patrice, c'est... Alors, c'était le même constat qu'Alexandre aussi. Bon, hormis, je dois avouer, j'ai juste un client qui était un petit peu préoccupé, qui était prêt à passer à l'action, qui a mis un petit peu en stand-by, mais ça dépend un petit peu de son secteur d'activité. Mais le reste, là, il m'a rappelé effectivement pour reprendre contact. On a de nouveaux rendez-vous et tout va bien se passer. Donc, voilà. Il n'a pas été impacté en tout cas par cet épisode, quoi. Ok. Et en l'état là de ce que vous avez à commercialiser par rapport aux demandes là, il y a beaucoup de choses à commercialiser. Vous avez beaucoup de produits ou comment vous voyez ça en fait? Alors, il y avait une inquiétude de la part des vendeurs de savoir comment ça allait se passer pour la suite, mais on a tout mis en place avec des mesures de protection pour les futures visites qui auront lieu la semaine prochaine. Ouais. Je dirais pour préciser que même la période de confinement ne nous a pas empêché de faire quelques affaires sur des programmes neufs justement où il y avait moins besoin de venir visiter sur des terrains. Voilà, ça nous a permis quand même de faire quelques ventes. Donc, comme quoi, ça n'empêche pas et que la demande est toujours là. Après, sur l'état des vendeurs, eh ben, écoutez, nous, on est là pour les rassurer. On est là pour rassurer et vendeurs et acquéreurs que de toute façon, tout sera mis en place dans les règles strictes qu'il faudra respecter. Il n'y aura pas de problème par rapport à ça.
Ok. Alors peut-être je vais reformuler peut-être ma question, mais c'était par rapport au stock que vous avez aujourd'hui. Est-ce qu'il y a beaucoup de biens à vendre aujourd'hui sur vos secteurs respectifs? Je pense qu'on assiste à une pénurie quand même de biens. Enfin, je sais pas si Alexandre a le même constat, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ce qui est très bien d'ailleurs, c'est qu'il n'y a pas de stock, mais quelque part, il va falloir, enfin, qu'on puisse effectivement repartir et puis repartir donc chercher des biens, des nouveaux biens effectivement. Le stock, effectivement, le stock est un petit peu plus moindre effectivement, parce que c'est aussi dû qu'on a eu une année 2019 record qui a beaucoup de mouvements. Mais je pense aussi qu'il y a des gens l'immobilier est toujours en mouvement, donc il y a des gens qui auront besoin de vendre, il y a des gens qui auront besoin de déménager, et je reste persuadé qu'on va retrouver un rythme normal très rapidement. Ok. Ouais, donc si effectivement il y a peu de stock ou peu de biens à vendre, que a priori les gens démarrent. Donc est-ce que si je reformule bien en disant que en fait c'est un peu comme si on avait mis sur pause et puis que a priori les intérêts, enfin, c'est comme si on avait figé ou gelé cette période de 2 mois et puis que finalement ben les gens ils vont reprendre les choses un peu comme ils vont reprendre le cours de la vie comme avant, je dirais, enfin si on peut parler comme ça. Oui, les clients ont des projets, donc effectivement, ils vont pas, enfin, ils se sont arrêtés comme tout le monde par obligation, mais il y a un besoin, il y a une demande, donc effectivement. Et je rejoins ce que dit Patrice. Voilà, de toute façon, les gens se sont mis en pause parce que comme tout le monde, hein, toute la terre entière s'est à peu près mis en pause pendant une période. Mais voilà, les projets ne se sont pas arrêtés, et du côté des acquéreurs et puis aussi du côté des vendeurs. J'ai peu de personnes qui m'ont dit on arrête notre commercialisation, notre projet de vente parce qu'il y a cette période-là. Okay. Ça a même suscité certains nouveaux intérêts. Comme je disais, les gens ont pu rester un petit peu chez eux, les clients ont pu rester chez eux. Donc certains se sont rendus compte que quelquefois d'avoir un espace vert, c'était quelque chose, c'était un plus dans des périodes comme ça. Donc ça a suscité des nouveaux projets. Voilà. Ok. Je prends quelques questions là. J'ai Martin qui nous dit quelle est à votre avis l'évolution des prix depuis le Covid. Martin que je salue d'ailleurs. C'est quoi à votre avis, les prix vont bouger ou ils vont pas bouger? Difficile à dire. Il y aura aussi dans la notion du prix une partie qui viendra de ce que va faire les banques derrière. Comment ça va être octroyé, on en parlera après, mais à l'instant T, je vois pas d'évolution à la baisse pour l'instant sur les prix. Oui, on verra ça dans les prochaines semaines. Oui, puis j'ajouterais qu'un produit, qu'un vendeur doit mettre son produit au bon prix. Hein. Donc c'est pour ça que nous pratiquons les estimations avec des analyses comparatives, pour que les propriétaires ont souvent tendance un petit peu à surestimer leurs biens parce que c'est le leur, ce qui est tout à fait logique. Mais justement, les aides avec nos outils sont des éléments confortants pour appuyer un petit peu le conseil avec un prix de vente bien étudié, de façon à ce que le propriétaire ne perde pas de temps et qu'il n'y ait pas de remontée de prix pour le moment. Tout à fait. Ok. Martin, toujours, d'où viennent les nouvelles demandes puisque c'est vrai que les frontières sont fermées, donc on va dire que c'est a priori pas les Genevois ou les Vaudois qui viennent acheter sur France, c'est plutôt donc de la demande franco-française, on va dire. C'est de la demande franco-française. Il y a aussi donc les frontaliers. Ça n'a pas empêché. Alors effectivement, pour l'instant, les frontières sont fermées. Mais ça n'empêche pas, moi, de communiquer avec des personnes qui sont à l'étranger et qui souhaitent, dès qu'ils le pourront, continuer leur acquisition sur le secteur. Voilà. Mais les nouvelles demandes, elles sont locales, mais elles viennent un petit peu de partout. Hein. Moi, j'ai des gens de Paris qui souhaitent venir parce que pendant le confinement, ils étaient en résidence secondaire sur la région et puis finalement, ils se disent, c'est pas mal, on va acheter plus grand sur la région, et ils ont découvert un nouveau mode de travail et ils souhaitent acquérir. Donc après,
y aura une petite période où on va savoir comment on va pouvoir travailler dans les prochaines semaines, mais, mais la demande vient un peu de partout. Oui, puis il faut savoir que nous n'avons pas stoppé les sites, hein, donc les sites sont toujours en ligne. Et il y a eu des efforts aussi de tous les supports presse comme Sologer, Paru Vendu, enfin, et j'en passe, mais qui ont continué de maintenir une activité, qui ont même offert, enfin, je sais pas Alexandre, mais qui ont même offert aussi des périodes justement pendant ce confinement pour qu'on puisse continuer de passer nos annonces, quoi. Donc ça, c'est pour cette raison que des clients ont visité les sites pendant cette période et ont fait des demandes aussi, même s'ils savent qu'ils vont visiter après le confinement. Mais bon, voilà, on a toujours conservé l'intérêt de nos vendeurs et justement pendant cette période. J'ai une question de Grégory là qui nous dit on va vers une crise économique grave. Quelle sera donc l'influence sur le marché immobilier? Bon, on verra tout à l'heure. Peut-être qu'on reprendra ça, Grégory, dans les facteurs influents là, les paramètres, parce que en fait, oui, a priori, il y a une crise grave, mais enfin, pendant la dernière crise ou la crise des subprimes, enfin, la zone frontalière, elle a été touchée, mais ça n'a pas été non plus une sinistrose complète. Enfin, pour ceux qui, comme les plus anciens comme moi, qui ont connu la crise des années 90, où là, il y avait plus de vendeurs que d'acheteurs. A priori, c'est pas trop ce qui se prépare sur notre région, mais enfin, voilà. On verra après, peut-être, on essaiera de répondre à ces questions-là. Et est-ce qu'un bien sans extérieur sera plus difficile à vendre? C'est une question de flow. Pas obligatoirement. Il y a un regain de demande sur les biens qui ont un extérieur parce que on a eu la chance pendant cette période un peu spéciale d'avoir un temps qui était clément, donc les gens étaient plus enclins à vouloir sortir. Mais je pense pas que ce sera une objection de ne pas avoir d'extérieur. Oui, puis excuse-moi, Patrice, je te laisse la parole. Pour revenir sur la crise, des périodes de crise, il y en a eu d'autres effectivement, mais on a toujours besoin de se loger. C'est toujours plus intéressant d'être chez soi, donc voilà, c'est toute une histoire de période, mais heureusement, la vie continue et l'immobilier a toujours été une valeur refuge, quoi. Oui, la pierre est une valeur refuge, effectivement, et surtout notamment pendant les crises. Exactement. Alors moi je voulais juste sur ce sujet-là, parce qu'on avait un échange avec je sais plus si c'est avec Patrice ou Alexandre ou avec Ludo quand on a préparé ce webinaire. En fait, si on regarde bien, les gens qui sont bon, on sait déjà dans notre zone, ils sont assez élevés, hein, messieurs. C'est pas un scoop que je sors là. Donc on sait qu'aujourd'hui, passer du cap avec les taux d'intérêt qu'on a maintenant, passer du cap locataire à propriétaire, ça fait pas un gros gap, voire des fois ça baisse le montant du loyer. Donc et puis finalement aujourd'hui, avec la crise, si vous avez un problème financier, est-ce que c'est pas plus facile de négocier avec le banquier qui en ce moment ils ont ouvert quand même pas mal de report d'échéance, c'est-à-dire qu'ils ont reporté de 6 mois les échéances. Bon, alors ils ont fait pas mal sur les entreprises, mais sur les particuliers, alors qu'avec votre avec propriétaire, c'est peut-être plus difficile d'aller négocier avec lui, de pas payer son loyer pendant 6 mois. Absolument. Et à mon avis, il sera peut-être moins souple. Alors, je veux pas dire par là que ça veut dire que l'immobilier ça risque rien, non, parce que à mon sens, il faut quand même il y a d'autres paramètres qui rentrent en ligne de compte, mais en tout cas, en cas de difficulté temporaire, c'est vrai qu'être locataire, dans certaines offres de prêt ou contrats de prêt, c'est prévu qu'on peut suspendre des échéances ou les reporter, alors que le loyer, on peut pas, quoi. Oui, c'est un des gros avantages effectivement d'être propriétaire, oui, tout à fait. Voilà. Après, bon, c'est sûr que si on parle vente, effectivement, a priori, d'après les échanges, je ne vais pas tirer de conclusion à ce stade, mais il semblerait que la demande elle soit toujours là, mais c'est pas linéaire. Enfin, l'évolution d'un prix d'un bien immobilier, il croît pas régulièrement chaque année. Hein. Il y a des fois aussi des périodes où c'est un peu plus creux. C'est juste. Oui, c'est totalement juste. C'est difficile de faire une synthèse sur 2-3 mois, mais je dirais que déjà depuis 2-3 ans, on a un marché qui est stable en termes de prix. Voilà. On a effectivement tu vas parler des prêts et des taux de prêt, mais qui sont historiquement bas et qui devraient le rester.
Oui. Mais je trouve qu'en termes d'évolution de prix, elle est très très minime depuis plusieurs années. Ouais. Alors c'est vrai qu'on a eu une période un peu en termes d'achat, on l'avait évoqué. On a définitivement des problèmes avec Ludovic. Hein. Je pense il arrive pas à se connecter. Je sais pas ce qui se passe. Et puis j'arrive pas à lui renvoyer un lien de connexion. Donc je suis désolé. Hein. On refera peut-être une conférence pour le Genevois. Et mais oui, j'étais en train de dire, on avait échangé avec Ludovic. On a connu à un moment donné une période un peu compliquée avec quand il y a eu une forte variation du taux de change parce que les gens au moment de vendre ils pouvaient avoir des problèmes avec l'effet du change. Ceux qui empruntaient en devise, il y avait des fois des soucis avec pour rembourser le crédit au moment de la vente. Mais c'est pas un problème de l'immobilier en lui-même, c'était un problème de taux de change. Hein. Donc c'était ça. Oui, Lénaïque, j'ai vu que Ludo, il a pas, j'arrive pas à générer un nouvel accès, donc j'arrive pas à trouver comment faire. Donc je suis désolé. Je vais essayer pendant que je vous explique. Alors Flo, elle nous pose la question. Alors il vaut mieux actuellement louer ou vendre son bien immobilier. Alors avant que vous répondiez, messieurs, je voudrais quand même euh, euh, enfin, je dirais que c'est pas une réponse, à mon avis. Hein, il n'y a pas de vérité là-dessus. Hein, ça dépend des cas. Maintenant, messieurs, votre avis, c'est quoi? Quels sont les arguments pour dire aujourd'hui vaut mieux louer ou vaut mieux Moi, je pense qu'il faut, c'est toujours plus vendre son bien? En fait, intéressant d'être son propre locataire que. non, mais attends, pardon, Alexandre, pardon, j'ai mal lu la question, pardon, Flo. C'est apparemment Flo, elle est Oui, propriétaire d'un logement. Et la question, c'est est-ce qu'il vaut mieux qu'elle le loue maintenant ou qu'elle le vende, qu'elle vende son bien? c'est difficile de répondre en l'état sans avoir tout un tas d'autres paramètres par rapport à la situation de Flo et à son projet de vie. Ouais. Donc, est-ce qu'elle va déménager Voilà. C'est toujours très intéressant de se constituer un patrimoine, et ça dépend Oui. de tout un tas de paramètres. Donc, Oui, tout dépend si elle veut conserver son bien, effectivement. voilà. Ou plutôt le vendre pour en acquérir un autre, plus grand, enfin voilà. Il y a tout un tas de paramètres à prendre en compte qu'il faudrait pouvoir discuter avec Flo. Voilà, donc Flo, je sais pas sur quel secteur vous êtes, mais euh, il faudra échanger, je pense, avec un de ces messieurs selon votre secteur. Moi, je voudrais ajouter un paramètre par rapport à votre question. Il y a aussi la question par rapport à un aspect fiscal, si je peux me permettre, parce que si on vend sa résidence principale dans l'année, c'est ça, hein, dans l'année, il n'y a pas de plus-value. C'est-à-dire que si vous faites un gain, ben il n'y aura pas de plus-value à payer à l'État. Si vous transformez ce bien en locatif, et ben, ce sera plus considéré comme une résidence principale. C'est-à-dire que le jour où vous le vendrez déjà, si vous le vendez avec un locataire, c'est un peu plus difficile, sauf erreur. Hein, c'est plus difficile de vendre un bien avec un locataire. Oui, c'est vrai. C'est ça. Et puis l'autre aspect, c'est que bah, c'est plus considéré comme résidence principale. Ça veut dire que s'il y a plus-value, elle sera taxée. Donc avec l'impact que ça peut représenter. Donc dans votre cas, Flo, je pense qu'il faut essayer de se projeter plutôt, de voir un peu quelle stratégie vous voulez, et puis vendre. A priori, le marché devrait pas être trop mal, donc pourquoi pas essayer. Louer, c'est un engagement de conservation du bien sur le plus long terme, hein, à mon avis. Hein. Si vous louez, c'est une stratégie différente sur du plus long terme. Voilà, je suis vraiment désolé, j'arrive pas à relancer parce qu'en même temps qu'on parle, j'essaye de renvoyer des liens de connexion à notre ami Ludovic. J'ai vu passer un mail de Lénaïque, je me suis permis de lui transférer le mien, donc ça le peut lien marcher. que tu avais reçu. Voilà. Ouais. Ok, on va essayer. Merci Alexandre. Et puis, s'il nous rejoint, on poursuivra et on reprendra pour la partie du Genevois, hein, puisque il y a Simon qui nous posait une question. On n'a pas trop d'infos sur le Genevois. Quand je veux pas parler à la place de Ludovic, mais quand on a préparé ce webinaire, bon, il était globalement de l'avis il était sur la même ligne qu'Alexandre et Patrice. Lui, ce qui mentionnait, mais j'espère qu'on va arriver à l'avoir, c'est que peut-être dans le futur, effectivement, mais il y aura peut-être des zones
il nous a donné une expression qui était assez sympa, j'ai trouvé, c'était que jusqu'à présent, les acheteurs, s'ils pouvaient acheter la cabane de la douane, ils auraient acheté la cabane de la douane. C'est-à-dire qu'il y avait une volonté de proximité avec la frontière qui était très forte et qui était un paramètre de valorisation d'un bien ou a priori, et que alors qu'aujourd'hui, il semblerait que les acheteurs soient par le télétravail, par la fibre, par la 5G qui va arriver, ils puissent travailler un peu plus loin de chez eux et du coup, quitte à faire, au lieu d'aller au boulot à Genève en centre-ville 5 fois par semaine, ils iront peut-être plus que 3 fois et que ces 3 fois, ils accepteront de faire un peu plus de distance. Ah, voilà Ludo. Bonjour Ludo. Bonjour Ludo. Alexandre Patrice qui m'a renvoyé là. Voilà. J'avais oublié de donc, je crois. Bon, voilà. Donc, t'arrives bien parce on avait des questions un peu. Donc, Ludo, merci de nous rejoindre. Désolé pour les soucis techniques. Ludo, on a fait le tour un peu de l'état du marché avant le confinement. Tu peux nous parler du Genevois là parce qu'il y a Simon qui avait besoin d'infos sur le secteur du Genevois. Comment c'était avant le 16 mars et qu'est-ce qui s'est passé entre le 16 mars et aujourd'hui? Alors, j'avais écouté un petit peu sur le portable en différé avec mon frère, là. Mais oui, avant la crise, nous depuis septembre 2018, ça allait globalement mieux parce qu'on a eu un petit passage un peu compliqué pour divers facteurs avant septembre 2018. C'était surtout les modifications de taux de change, les variations aussi de système d'assurance maladie, etc., qui avaient bien perturbé le marché quand même local. On reprenait un rythme très très correct en termes de contact, de demande. On avait des problèmes qui s'amortissaient, notamment avec le taux de change. Christophe, si tu pourras peut-être confirmer là-dessus, mais avec le temps, ce problème ça s'amortissait et du coup, on retrouvait aussi des biens à la vente. On retrouvait un éventail de biens à la vente aussi, du studio à la propriété sans problème. Donc on avait retrouvé globalement un flux, pas tellement d'augmentation de marché, parce que le marché avait souffert un petit peu, il avait baissé un peu, mais on n'était pas sur une augmentation flagrante de marché et constante, mais plutôt sur une reprise de flux, de confiance. Avec des gens qui repassaient à l'action. On retrouvait aussi des investisseurs sur des petites surfaces qui avaient un peu boudé pendant un petit moment, qui allaient surtout sur du neuf, sur de la défisque. On le retrouvait sur de l'existant. J'essaie d'aller un petit peu vite pour rattraper mon retard, mais et là la crise. Alors moi la première les 2 premières semaines, je dirais qu'on a eu des gens qui on avait des contacts, on avait des gens qui comprenaient pas bien pourquoi on pouvait pas prendre de rendez-vous. Ensuite, il y a eu un trou. Je pense que le constat, puis c'est un petit peu ce qu'on a vécu nous aussi de l'intérieur, c'est-à-dire qu'il y avait des jours où on était très bien, puis des jours où on était complètement down. Mais globalement, on a repris après à partir de Pâques là. Je sais pas si c'est le temps ou les gens qui s'habituent à des situations, mais on a retrouvé des contacts, on a échangé par téléphone, on a échangé par mail avec des clients, surtout des acquéreurs, un peu moins des acheteurs pour l'instant, mais on en a eu quand même. Enfin, un peu moins des vendeurs, on en a eu quand même. On a quelques contacts pour aller faire des estimations dès la reprise. Donc c'est plutôt. J'étais plutôt surpris parce que je pensais avoir quelque chose de beaucoup plus morose, mais finalement on a travaillé, on a écouté, on a échangé et ça me rend plutôt positif pour la reprise. Alors c'est sûr qu'il y aura des gens qui vont être touchés, c'est sûr qu'il y aura des situations plus compliquées que d'autres. On va sûrement avoir à intervenir dans des situations assez difficiles, je pense, mais globalement on a aussi une région qui nous porte et où beaucoup de gens sont restés actifs, où beaucoup de gens finalement n'ont pas eu tellement de perturbations sur leurs revenus. Reste à savoir si leurs entreprises vont tenir le choc. Moi, je m'attache à défendre nos artisans, nos commerçants locaux, parce qu'ils vont avoir besoin de nous. Mais il y a aussi des grosses entreprises peut-être qui vont souffrir à l'export, qui vont souffrir à leurs marchés locaux aussi. Ça va être à surveiller. Mais globalement, je suis assez positif sur ce qui nous attend. Ça sera d'autres méthodes, ça sera d'autres
logique peut-être, mais en tout cas, je suis assez positif. Ok, donc en gros, si j'ai bien compris, messieurs, c'est que la semaine prochaine, on aura du mal à vous attraper parce que vous avez un agenda qui est déjà tout booké pour faire des visites. Pas loin. C'est ça un peu l'idée. Et puis des signatures notaires aussi, parce que là, ça avait été un peu sinistré aussi. Alors, pour les notaires, ils sont adaptés aussi. Et ils travaillent maintenant beaucoup par visioconférence. Il y a eu une petite dizaine de jours qui étaient assez durs, mais ça nous a pas empêché de continuer à pouvoir signer actes et compromis d'une manière nouvelle. Hein. Les gens ne se déplacent pas à l'étude, mais font ce qu'on est en train de faire et avec des signatures électroniques. Mais après une petite période de latence, tout a repris pas son rythme normal encore, mais ils ont réussi à trouver des solutions pour que les actes et les compromis puissent continuer à se faire. Voilà. Oui, ils sont très bien équipés, oui, tout à fait. Ok, donc à court terme, si je résume, à court terme, ça veut dire que là, ça va rouvrir, ça veut dire que là, le marché, a priori, comme tout était bloqué, ben, ça va redémarrer fort. Et il semblerait que vous ayez tous des acheteurs ou des opérations à finaliser. Après, sur le moyen terme, on s'interroge, c'était les interrogations de Ludo, sur comment ça va évoluer, comment vont évoluer les entreprises, etc. Donc ça me permet d'enchaîner sur la deuxième phase. Là, j'ai une question. Est-ce qu'on a une idée? Alors, Ludo, là, challenging. Est-ce qu'on a une idée du prix du mètre carré sur la commune de Beaumont pour un logement de 2018 en rez-de-jardin? Alors, c'est pas comme ça. Donc, j'invite Simon à ce qu'on se rencontre. Non, mais il est fort, Ludo. Il est très fort. Mais là, c'est vrai, Simon. Moi, ce que je vous recommande, je vous enverrai les coordonnées de Ludovic. Je pense que le mieux, c'est d'échanger avec lui, peut-être, et puis qu'il vienne vous voir votre bien. Et je pense que ce sera plus professionnel que de vous articuler un chiffre comme ça. Hein. Ça reste ça reste quand même variable effectivement par village, hein, mais par situation de l'immeuble aussi, par le plan et la situation de l'appartement. Donc ça, c'est à aborder un petit peu différemment. Ouais. Mais Beaumont, c'est plutôt bien, hein, comme. Plutôt bien. Et je sais pas si vous avez déjà abordé le sujet, mais effectivement, on pense que on va se réécarter un petit peu, parce que je croyais que tu reprenais mon expression, les gens veulent habiter dans la cabane de la maison. Donc là, je pense qu'on va se réécarter et Beaumont était déjà un peu prisé, mais on va y revenir peut-être encore un petit peu plus facilement, mais je pense surtout des secteurs comme Valérie qui était un petit peu boudé, où là je pense qu'on va pouvoir revenir un petit peu. Voilà. Ok, alors bah écoutez, moi je vous propose qu'on enchaîne parce qu'il nous reste à peu près un peu plus de 20 minutes, donc j'ai promis qu'on aurait fini à 10 heures, donc on va hâter un petit peu, mais moi je voulais vous donner quelques informations. Voilà. Pardon. Je voulais vous donner mon analyse sur les perspectives d'évolution. Déjà, j'ai repris ça, c'est que ce graphique, je l'ai tiré de l'Observatoire statistique transfrontalier. Donc, vous savez qu'il y a le Grand Genève qui réfléchit sur l'organisation de notre territoire. Et ils font des projections pour regarder un petit peu où on va. Donc là, il y avait différentes hypothèses. Donc j'ai pris un petit bout de cet observatoire. Il est assez complet. Hein. Si vous le voulez, vous m'écrivez, je vous enverrai le lien. Et dans tous les cas, bon alors ça a été fait en 2016, mais dans tous les cas, les perspectives de croissance de la population, vous voyez, on est quand même pas sur un secteur géographique où la population va partir. Alors, vous pourrez aller regarder dans cette étude parce que vous verrez que il y a une évolution démographique qui est importante, mais aussi les tranches d'âge. Donc voilà. Donc a priori sur le long terme, le Grand Genève, ça reste un bassin de population qui va continuer à croître plus ou moins fort. Mais donc ça veut dire que sur le long terme, on prend pas trop de risques. On est dans une région qui est certes assez préservée par rapport à ça. Ouais. C'est sûr que tout ce qu'on va entendre comme analyse nationale, on a la chance d'être un petit peu à côté de cela et avec un moteur qui reste la région genevoise et qui nous préserve de certaines chutes vertigineuses et ça va encore nous servir cette fois. Mais voilà, il faudra qu'on soit vigilant, mais ça va nous servir encore une fois. Voilà.
Ouais, c'est Genève est quand même un pôle quand même économique qui va probablement, enfin, ça va pas sortir indemne. Peut-être que Genève, ce sera pas le même Genève qu'avant entre guillemets, mais a priori, on est quand même protégé d'être à côté d'une agglomération comme Genève. Hein. Ça, c'est sûr. Moi, je voulais vous parler maintenant des facteurs influents parce que pour que les gens achètent, il faut que les conditions de taux elles soient là. C'était le cas depuis un certain nombre d'années. Et moi aujourd'hui, je vous fais ma vision à moi. Elle tombe pas du ciel, mais c'est ce que j'ai pu voir, c'est que à mon avis, les taux ils vont rester durablement bas. Alors je vais vous expliquer pourquoi. Parce que le taux là sur la présentation que je vous fais, c'est un peu simpliste, mais en gros c'est ça, c'est que un taux d'intérêt qui est facturé par une banque, il est composé de deux choses, c'est le prix de l'argent, parce que les banques, elles achètent, je schématise, hein, mais les banques, elles achètent l'argent sur le marché, et la marge de la banque. Voilà, c'est l'addition de ces deux choses. La marge de la banque, elle est toujours, enfin, elle est à peu près dans un volant entre 0,5 et 1%. Donc ça c'est plutôt relativement constant. Par contre, le marché, ben, il peut évoluer. Alors, je voulais vous montrer parce que là, ces derniers, je voulais vous montrer l'évolution des taux sur le. Ça, c'est les ressources sur le marché. Ah ben, je sais pas, ça s'affiche pas. On l'a pas sur l'écran. Hop. Est-ce que vous l'avez? Non, vous l'avez pas sur mon écran. Il faudrait que je change. Bon, en gros, pour vous dire quoi, c'est qu'on est quand même sur des niveaux de taux très bas et que il y a quand même la tendance, elle sera durablement basse. Cette tranche-là, là, cette partie, le prix de l'argent, il n'augmentera pas. Pourquoi? J'en fais le pari, moi, parce que aujourd'hui, avec la crise, les États se sont endettés. Et quand on prend l'état de l'État français, avant la crise, on était à une dette qui pesait à peu près 100% du produit intérieur brut. Et là, avec la crise, on pense qu'on va être à 120% du produit intérieur brut. Ça veut dire que si les taux d'intérêt devaient remonter massivement, à ce moment-là, l'État français pourrait pas payer. Donc là, on serait un peu dans la situation qu'on a connue pendant la crise de 39, enfin qu'on a connue, nous on n'a pas connu, mais c'est un peu, on reproduirait des symptômes et puis on aurait des risques qui seraient élevés. Et ce qu'on a vu quand même, et ça a été impulsé à l'époque au moment de la crise des subprimes, c'est que en fait les banques centrales elles sont venues, c'est un peu technique hein, pardon, mais les banques centrales elles sont venues en soutien des États et elles ont émis beaucoup de monnaie. Alors ça c'est M. Bernanke à l'époque qui était le patron de la Banque centrale américaine qui avait fait ça. Et du coup, si vous voulez, l'argent elle coûte rien. Donc la BCE a largement soutenu en baissant les taux d'intérêt, en rachetant des créances des États. Donc en fait, et là, Madame la patronne de la BCE, elle a tergiversé un peu, mais finalement, au final, voilà. Donc elle a baissé, elle est prête à racheter des dettes d'État, et donc durablement les taux ils vont rester bas parce que de toute façon les pays ils pourront pas payer. Donc de ce côté-là, on a eu un petit pic, une petite hausse au moment de la crise parce que il y a eu une inquiétude de la part des marchés qui se sont dit ah là là qu'est-ce qui se passe, les États font n'importe quoi, les dettes vont flamber dans tous les sens. Puis après avec l'intervention des banquiers centraux, ça s'est calmé. Et puis j'ajouterais pour la Suisse, c'est un peu différent, même si la dette de la Suisse, la Suisse c'est un pays qui est faiblement endetté, hein, et même si la crise va augmenter un petit peu l'endettement de la Suisse, ce qui se passe c'est que la Suisse elle a un problème, c'est que tout le monde veut acheter du franc suisse, donc la BNS est obligée d'intervenir. Vous vous souvenez qu'il y avait eu à l'époque le cours plancher qui avait été instauré et qu'ils n'avaient pas tenu ce cours plancher et ils ont introduit, à l'époque c'était déjà incroyable, les taux d'intérêt négatifs. Donc c'est toujours le cas, les taux d'intérêt ils sont toujours négatifs et c'est ce qui permet d'éviter que les investisseurs viennent acheter trop de francs suisses. Donc voilà, donc des taux bas. Pour les banques par contre, des marges qui risquent d'augmenter un petit peu. Pourquoi? Parce que il y a quand même un risque, notamment sur les entreprises, il y a un risque qui augmente un peu, donc elles vont être obligées de couvrir ce risque en augmentant un peu leur marge. Leurs frais de fonctionnement devraient rester stables, voire ils vont travailler parce que là-dessus, pour les compresser, je pense qu'il y aura des
on va assister quand même à peut-être des fermetures d'agences. C'est une hypothèse à ce stade, hein, mais il y aura cette crise aura généré au niveau du télétravail et du travail à distance des changements. Les banques vont profiter probablement pour réduire une partie de leurs coûts, de leurs frais de fonctionnement. Et puis il y a aussi aujourd'hui en termes de profit, aujourd'hui les banques elles sont attaquées sur pas mal de points, notamment elles perdent de l'assurance emprunteur. Et il y a de la concurrence aujourd'hui avec les néobanques, et donc du coup elles ont tendance à augmenter un petit peu leur niveau de marge. Mais globalement, je veux dire l'impact, ça veut dire qu'au lieu d'avoir 0,5, 1, on sera peut-être à 0,6, 1,10 ou 0,7, 1,20, mais ça ne changera pas fondamentalement l'histoire parce que le gros facteur le plus important c'est le prix de l'argent sur le marché. D'accord. Donc voilà un petit peu Moi, je reste persuadé aussi effectivement que les taux vont rester dans l'état actuel assez proche, quoi. Voilà. Ça devrait pas remonter de manière fulgurante. Ça devrait rester bas, ce qui soutient aussi la demande. Voilà, exactement. Les facteurs influents. Maintenant, après avoir parlé des taux, on va parler des conditions d'octroi. Bon, il se trouve qu'hier j'ai échangé avec un des responsables du Crédit Agricole Centre-Est là sur l'évolution de la position des banques. C'est vrai qu'on a assisté à un durcissement des conditions pour les non-résidents, c'est-à-dire que depuis quelques semaines, pour un non-résident, les banques sont un peu plus exigeantes en termes d'apport. Hein. Il y a 10 ans ou 15 ans en arrière, les non-résidents étaient financés comme un résident, ils venaient, ils n'avaient pas forcément besoin d'apport, ils pouvaient emprunter, on utilisait l'intégralité du deuxième pilier, il n'y avait pas de souci, etc. Ça s'est durci quand même maintenant. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de non-résidents qui n'ont pas forcément joué le jeu des banques françaises et comme ils gagnent leur vie sur les produits connexes au crédit, ils ont resserré, donc ils prennent que les meilleurs dossiers parce que là où ils ont le moins de risques. Donc c'est un peu l'histoire. Il y a eu un taux d'endettement qui a été plafonné, donc les autorités françaises ont dit que le marché de l'immobilier était en surchauffe, donc ils ont demandé aux banques de plafonner le taux à 33%. Dans la réalité, on s'aperçoit que on a quand même des dossiers où on a des taux d'endettement à 40% et ça passe quand même. Ça dépend du reste à vivre et ça dépend aussi des conditions d'apport. Mais voilà, ça reste faisable. Le taux d'usure, ça c'est une menace qui nous concerne peut-être un petit peu moins, mais ça c'est surtout pour les gens qui veulent acheter et qui sont un peu avancés dans l'âge, parce qu'entre le taux d'intérêt et le taux d'assurance, ils peuvent être coincés par ce qu'on appelle le taux d'usure, parce que la banque n'a pas le droit de dépasser ce taux-là. Et puis par contre, moi ma question c'est comment on va être pris en compte le chômage partiel. Alors on commence à avoir des brides de réponses. Il y a certains acteurs qui nous ont expliqué qu'ils se baseraient sur les éléments passés. Il y en a d'autres qui nous demandent des attestations aujourd'hui de la part des employeurs, comme quoi les personnes ne sont plus en chômage partiel et confirment qu'ils sont bien toujours en contrat à durée indéterminée. Donc c'est juste un document que doit faire l'employeur par rapport à ça. Donc ça, c'est en train de se régler. Après, le marché de l'emploi, c'était une des questions qu'on se pose tous. Et comment va évoluer l'emploi ? Moi, je dirais que c'est assez difficile à dire. On voit un petit peu de tout. On voit un petit peu de tout. Il y a des gens on voit en Suisse, il y avait un sondage qui disait qu'il y avait un pourcentage assez élevé de personnes qui pensaient qu'ils allaient perdre leur job. D'un autre côté, on a des entreprises qui ont quand même été pas mal soutenues, hein, parce que finalement, en tout cas dans nos pays européens, entre les mesures de chômage partiel, la mise en place de financement, la prise en charge des loyers à Genève, là j'ai vu qu'il y avait quand même pas mal de mesures pour aider les gens à payer, enfin en tout cas les petites PME à payer leur loyer. La question après, c'est sur le long terme. Est-ce que les marchés vont continuer ? Là, ce matin, j'ai lu un article sur l'horlogerie où ils s'interrogent comment ça va évoluer. Pas l'horlogerie haut de gamme, hein, c'est-à-dire les Rolex, toutes les grandes marques n'auront pas de problème. C'est peut-être les marques intermédiaires, les plus petites marques, comment ça va évoluer. C'est pas trop comment. En fait, comment ça va repartir, quoi. Donc, mais comme il n'y aura pas trop de taux d'intérêt, à mon avis, voilà, peut-être on n'aura peut-être pas la sinistrose. Je suis peut-être un peu optimiste. Je reste assez optimiste parce que dans cette crise qu'on a eue, quand même, c'est critiquable ou pas, mais tous les pays européens ont fait le maximum auprès
de leurs entreprises pour que l'impact soit le plus petit possible. Alors, il y a eu quand même effectivement le recours au chômage partiel. Et moi, je pense quand même que les gens ont le moral. C'est aussi toute une question de morale. Et voilà, ça a été juste une épreuve. On a passé 2 mois de confinement. C'est une crise comme une autre, mais je trouve quand même qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites pour que l'impact soit le plus petit possible. Donc, je suis assez optimiste. Je suis assez optimiste. Après, bah, effectivement, la bourse ce sera moins intéressant, mais l'immobilier restera toujours une valeur refuge. Donc, je pense pas qu'on ait un énorme impact dans la vie qu'on aura tous les jours. Alors, je suis peut-être trop optimiste, mais à voir. À voir. Je fais quelques questions là. Si on résume, a priori, il ne devrait pas y avoir de crise immobilière dans le PageX grâce à la Suisse qui se situe à côté. Moi, je dis qu'on peut pas être aussi, on peut pas être aussi affirmatif que ça. On peut pas garantir qu'il y aura pas de crise, mais a priori, il y a quand même pas mal. Ah ouais, enfin, je veux dire, s'il doit y avoir des crises, il y en aura peut-être plus dans le Beaujolais ou dans le dans le Larzac ou dans des régions qui sont économiquement plus fragiles. À mon avis, les grands pôles d'activités que sont Lyon, que sont Paris, rester des endroits qui restent prisés. Hein. Pour répondre messieurs, je sais pas. à la question, pour essayer de répondre à la question, on n'est pas en train de dire qu'on n'aura pas d'impact. On est en train de dire qu'on a une région où on devrait arriver à sauver les meubles, ce qui ne sera pas le cas dans certaines autres régions, grâce effectivement à l'activité économique de Genève, parce qu'il y a des entreprises qui ont continué à travailler, il y a des gens qui ont continué à avoir leur salaire normalement. Et ça devrait nous aider. Après, oui, il y aura des variations, il y aura des gens qui vont essayer aussi de profiter de ce moment-là pour négocier peut-être un petit peu plus fort. Donc, on aura des impacts aussi sur le prix du marché. On manquait un petit peu de biens. On devrait conserver des acquéreurs. Maintenant, voilà, l'équilibre va être à observer, va être à suivre, et c'est là que nous on a tout notre rôle. Et c'est bien qu'on ait aussi ces échanges entre professionnels, parce que ça nous permet d'avoir une vision beaucoup plus large. On l'aura avec les notaires, on l'aura avec les banquiers, mais voilà, on commence à essayer d'appréhender au mieux ce qui va se passer. On pense qu'on va être un petit peu préservé, mais il y aura des impacts, c'est sûr. On peut pas dire qu'il y aura pas de modifications, ne serait-ce que des réflexions des gens, ou enfin des projets. Après, je pense que les clients vont aussi modifier leur mode de vie avec le confinement, leurs critères de recherche surtout, avoir des terrasses plus grandes, privilégier des jardins, privilégier des résidences avec des parcs. Donc, ils vont peut-être vouloir agrandir leur espace, vendre leur appartement pour avoir plus grand, pour avoir d'autres choses, quoi. Enfin, c'est mon avis. Je sais pas si vous partagez la même chose. C'est ça. Ouais, c'est ce qu'on disait aussi un peu en préambule. Oui, c'est ça, oui. Tout à fait. Je sais pas si on l'a abordé aussi au début. On part d'un marché aussi. On part d'un marché qui, pour moi, t'entends pas bien, Ludo, c'est moi ou c'est pas. On a perdu Ludo. Qui était assez sain. Le dernier problème qu'on avait eu, une des crises précédentes, était basé sur un peu de spéculation au moment des subprimes, où on avait un marché qui était basé sur des prêts relais qui étaient gonflés, qui étaient surestimés. Là aujourd'hui, on pense que tout ça s'est affaibli, et que on a un marché qui était assez logique. Donc on repart de ça. Maintenant, c'est la confiance qui va jouer beaucoup. C'est comment vont réagir les gens. Est-ce qu'ils vont continuer à faire des projets? Nous, on pense que oui, mais voilà, on n'a pas la boule de cristal non plus à ce moment précis. Ok, il y a Caroline qui pose une question. Peut-on s'attendre à une hausse des biens à vendre sur le PageX et environ, liée à la mise en relief des résidences principales non déclarées par les Suisses durant le confinement? Oui, c'est vrai qu'il y a des gens qui ont eu des galères là, pendant cette période de fermeture des frontières. Patrice, je sais pas, t'es là, Patrice? Oui, bien sûr. J'écoute. Ouais. J'ai entendu la question. Moi, j'ai pas d'informations à ce sujet, en fait. Hein, donc voilà. Après. Ouais. Oui.
Bon, il y aura probablement des gens qui vont peut-être être obligés de régulariser leur situation. Donc effectivement, la régularisation, elle passe par deux solutions. C'est soit on accepte de devenir résident français officiellement, donc il y en a peut-être certains qui vont faire ce choix-là. Soit effectivement on vend et puis il faut retourner habiter à Genève. Mais habiter à Genève, ça continue de coûter assez cher, parce qu'il y a quand même une pénurie de logements, et les loyers sont quand même élevés. Hugues, je te répondrai sur la partie de l'apport, mais je te ferai une réponse peut-être un peu plus l'apport pour Hugues. Il pose la question de savoir si c'est pour un Genevois qui va acquérir une résidence secondaire à la montagne, donc c'est assez spécifique. On a des solutions, il faudra au minimum 15% d'apport plus les frais. Mais après, ça c'est effectivement durci ces derniers mois. Il y a Dylan si recruter un agent immobilier dans cette période de Covid serait d'actualité. Dylan, il cherche un job et il s'intéresse. Bravo Dylan déjà pour votre intérêt. Donc ça montre déjà votre intérêt pour la matière. Donc je vous laisserai les coordonnées de ces messieurs. Je sais pas si vous recrutez en agent, en co ou salarié. Donc vous verrez ça. Je vais pas dire qu'on recrute, mais c'est sûr que, en préparant l'intervention de ce matin, je pense qu'on va rentrer dans une période qui va être passionnante parce qu'on va avoir beaucoup de choses à réinventer. Donc oui, ça sera passionnant de ce niveau-là. Après, le niveau de marché, ça nous permettra d'embaucher encore parce qu'il y a pas mal d'indépendants aussi qui arrivent au fur et à mesure. C'était pas la tendance, je crois, des équipes d'agences qui étaient assez stables en effectif. Mais oui, c'était un métier passionnant et ça sera encore dans les mois à venir. Voilà. Ok. J'essaie d'avancer. Donc Martin, il nous précise que les gens, ils ont été contrôlés à la douane, donc ils ont dû payer le dédouanement de la voiture. Donc ils sont déjà, pour une partie, pour répondre à la question de Caroline, il semblerait que les gens, ils aient déjà régularisé leur situation. Ils n'avaient pas le choix parce que sinon ils pouvaient pas rentrer chez eux. Alors voilà. Donc vous voyez. Alors après, est-ce qu'ils décideront de retourner en Suisse? Ça c'est une autre question. Moi, je voulais continuer à avancer parce qu'il nous reste peu de temps. Il y avait un indicateur se loger. Là, il y a différents sondages. Il y avait se loger. Il y en a eu un autre. Je sais plus le nom. Logikimo. C'est Logikimo qui dit qui corrobore les propos de nos trois spécialistes et qui dit qu'en gros les gens ils ont confiance, ils ont simplement reporté. Tout à fait. La frange de gens ils ont décalé, ils ont pas reporté, ils ont décalé de quelques semaines leur opération, mais ils ont pas reporté. Il y en a quelques-uns qui ont reporté, mais globalement les gens ils ont plutôt confiance. J'ai noté ici que les Français, pendant la période de confinement, ils ont moins dépensé parce que du coup, ils pouvaient pas aller dépenser leur argent au restaurant ou dans les soirées ou dans des je ne sais quoi. Donc du coup, ils ont l'épargne, c'est 55 milliards d'épargne pendant le confinement. Donc ça veut dire que c'est logiquement plus de fonds propres pour l'achat d'un logement immobilier. Juste une petite aparté sur les baisses des frais de notaire au 1er mai. C'est très minime en fait cette baisse des frais de notaire, ouais. Parce que quand on parle de frais de notaire, c'est une multitude de taxes, de nombreuses taxes, et il y a sur toutes les parties il y a une partie qui revient propre au notaire, qui est fixe et variable, et c'est cette partie-là que l'État va faire baisser de 1,9%. Alors, en termes de calcul sur le global des frais de notaire, ça représente quelques centaines d'euros, mais pas plus. Pas de quoi faire un très grand restaurant. Non. Voilà. Voilà. Ok. Et puis nous, de l'échange que j'ai eu avec mes trois collègues là de ce matin, de ce que j'ai pu lire, c'est qu'il y a quand même, j'ai le sentiment que il va y avoir quand même quelques changements. Donc au niveau économique, c'est difficile de mesurer. Pour nous, en tout cas, de mesurer ce qui va vraiment se passer. Mais par contre, ce qui semble vrai, c'est que dans la façon de vivre des gens, il y a un changement. C'est vrai que si vous vivez confiné avec 2 ou 3 enfants dans un appartement depuis 2 mois, peut-être qu'à la sortie, vous aurez peut-être envie d'avoir un peu d'espace vert, d'être à la campagne. Donc ça veut dire que sur des secteurs, je prends par exemple les secteurs, tout à l'heure Ludo, tu parlais du secteur de Valérie ou des secteurs qui sont plus un peu dans l'arrière-pays, entre guillemets, j'appellerais ça un peu l'arrière-pays. Ils vont peut-être retrouver un peu de recrudescence d'intérêt parce que justement les gens vont pouvoir travailler à distance, ils auront moins souvent au boulot. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, c'est en tout cas ce qu'on ressent aujourd'hui. Est-ce que c'est une réflexion qui va perdurer? On ne sait pas parce que on a tendance à oublier vite les
mauvais épisodes. Mais je pense que c'est plutôt dans l'organisation des entreprises que ça peut conforter cela. Si les entreprises se sont rendues compte que ce télétravail était intéressant et qu'en plus il est écologique, c'est sûr que ça va changer les habitudes. Ce qui est pas un mal. Et moi, je suis impatient de travailler là-dessus et de voir si ça se confirme. Donc tu pourras pas vendre de la cabane de douane, c'est ça, hein? Ben non, je pense que maintenant on avait tout vendu déjà, donc mais bon, oui, c'est vraiment ce qu'on comptait en tout cas jusqu'à maintenant, et que les gens voulaient être le plus proche possible. Dès qu'on sortait de 5 km, on est trop loin de quoi? Trop loin de la douane. Ouais. Le plus long, c'est de monter dans la voiture avec les enfants, c'est tout. Hein. Il y a d'autres, ça mène d'autres avantages et d'autres conforts que peut-être on va redécouvrir. Et moi, je complète juste avec donc effectivement, il y a les habitudes de télétravail, mais encore faut-il pouvoir travailler en télétravail. Et je pense que les évolutions des supports d'internet, c'est-à-dire la fibre ou la 5G, parce que la fibre, sauf erreur, parce que nous dans le PageX, Patrice, elle est plutôt installée un peu partout, je crois. Hein, oui, parce qu'en fait, c'est le CERN qui avait donc créé cette fibre. C'est grâce au départ, et donc c'était le premier secteur où la fibre a été installée. Après, il y a encore des communes qui sont pas forcément encore reliées, mais dans les quelques mois à venir ou quelques années, non, ça va se faire évidemment, bien sûr. Ouais. Et sur la Haute-Savoie, là, dans vos secteurs, c'est parce que moi, je sais que nous, on est à Nédan, on a un bureau à Nédan, on a eu du mal à avoir la fibre. Ça y est, cette fois, on l'a depuis peu de temps. Ça arrive très doucement, la fibre dans le Chablais, mais elle arrive, ça y est. Ça va s'installer là sur les 12-24 prochains mois. Mais c'est long. Ouais. Ok, donc on poursuit avec notre présentation. Justement, on parlait des facteurs influents, on parlait de la fibre, mais je sais pas, dans vos territoires, qu'est-ce qui pourrait faire que ça booste ou ça ralentisse l'immobilier dans les prochains mois, dans les prochaines années? Est-ce qu'il y a des facteurs Patrice, oui, je dirais que qu'est-ce qui va faire la démographie a beaucoup augmenté ces dernières années, et les transports n'ont pas forcément augmenté. Là, donc on a le BHNS, c'est le bus à haut niveau de vitesse, qui donc est prévu pour 2021 et qui va donc relier Gex à Cornavin en 50 minutes au lieu de pratiquement 1h30. Donc il y a d'énormes progrès justement à ce niveau-là. Et c'est vrai que les pistes cyclables aussi, puisque aujourd'hui c'est vrai que beaucoup de clients, avec raison d'ailleurs, fonctionnent avec des vélos électriques parce que c'est plus rapide, c'est plus écologique. Ça permet beaucoup d'intérêt en fait, je dirais. Et donc les pistes cyclables, beaucoup de pistes cyclables, beaucoup de mairies, beaucoup de communes mettent en place effectivement. Enfin, je pense que c'est pareil chez Ludovic et chez Alexandre, mais on a quand même cette tendance qui a beaucoup augmenté, comme les prises aussi dans les appartements, dans les maisons, pardon, dans certains garages ou les bornes électriques pour recharger les batteries. Ah oui. Ouais. Nous, et on a eu quand même un impact avec le Léman Express, oui. Surtout du côté Chablais, où depuis à peu près 2 ans, on a vu que certains petits secteurs qui étaient peut-être un petit peu plus boudés ont retrouvé tout leur attrait avec l'arrivée du Léman Express. Je pense à des régions qui sont très développées comme Beaumont-Chablais, Périgny, qui sont proches de la ligne de voie de chemin de fer. Et ça a eu de l'influence sur ces petits villages, petits entre guillemets, quoi. Voilà. Et comme il est en fonction que depuis quelques mois, à suivre. Ludo, qu'est-ce qui pourrait influencer pour toi? Donc on l'a. Les collègues, ils ont parlé des transports, hein, que ce soit le bus à haut niveau de service, le Léman Express. Et de ton côté, là, qu'est-ce qui pourrait booster un peu le marché normalement, dans une période de travaux, puisque le tram est annoncé et que ça devrait maintenant incessamment débuter, mais on attend depuis tellement longtemps que
on doute encore un petit peu. Mais en tout cas, pendant la période de travaux, ça va forcément être un petit peu complexe aussi. Ça va être la façon de gérer le trafic aussi. Le matin et le soir ici, de sauvegarder l'activité commerciale et l'attrait du centre-ville de Saint-Julien pour garder cet équilibre-là pendant les travaux. Une fois que ça sera fait, bien entendu, ça apportera la même chose que de l'autre côté avec le Léman Express. On va gagner un petit peu d'oxygène. Les choses qui sont actées, c'est surtout le collège à Valérie, parce que là, ça va vraiment distribuer la partie VUH et amener de la facilité. Donc, ça ira encore dans le sens de ce qu'on disait tout à l'heure, de développer ces parties-là. Bien entendu, développer le cyclable. Il y a des projets qui devraient aller plus vite. Donc, peut-être cette crise va les accélérer. Et puis la sortie d'autoroute entre Viry et Valérie, qui devrait aussi dégager un petit peu. Mais tout tourne autour en fait de la fluidité pour qu'on puisse se poser, occuper plus de territoire et que chacun y trouve son compte et trouve du confort. Les projets sont là, certains sont actés, d'autres pas tout à fait encore. Mais voilà, c'est des choses qui seront positives. En tout cas, il y a de la bonne réflexion et on espère que ça se confirmera dans ce bon sens. Ok, donc en fait, on voit que c'est une problématique assez récurrente sur notre région, c'est que la région s'est développée rapidement, mais que les transports, les infrastructures, elles ont pas suivi. Mais c'est vrai que c'est compliqué, hein, financièrement, c'est compliqué politiquement, c'est difficile de passer. Donc a priori ça avance et c'est vrai que le Léman Express, c'est quand même un sacré investissement et je pense que le quartier d'Annemasse, le Genevois, le Chablais, c'est ceux qui vont en profiter un petit peu le plus. J'accélère un peu parce que je suis déjà 10h06. Allez, on va se fixer encore 5-6 minutes pour essayer de boucler parce que j'avais promis 10h. Désolé. J'ai Hugo qui me pose une question par rapport aux résidents. Hugo, je vous répondrai par email parce que en plus vous m'avez laissé vos coordonnées. Et aussi, pourriez-vous me mettre en contact avec la personne qui gère le secteur de Collonges, donc Collonges Fort-l'Écluse ou Collonges sous Salève. Je pense que c'est Collonges sous Salève. C'est Collonges sous Salève, c'est plutôt Ludo. Et si c'est Fort-l'Écluse, c'est plutôt Patrice. Voilà. Donc, je vous écrirai, Hugo. Patriciane nous précise que la baisse des frais de notaire elle a été reportée à 2021. Voilà, ça devait être en fonction le 1er juin, mais c'est reporté. Ouais. Est-il possible de conserver son taux zéro après l'acquisition d'un nouveau bien? Ça dépend de quelle date il date de votre prêt à taux zéro, Dylan. Donc il faudrait qu'on regarde sur vos offres de prêt, à quelle époque ça date, parce qu'il y a certains prêts à taux zéro qui permettaient on pouvait conserver, ou on peut le basculer, c'est-à-dire que ça dépend en fait de votre projet, mais on pourra échanger, vous pouvez me contacter, puis on pourra regarder ça ensemble si vous le souhaitez. Anthony, bonjour à tous, c'est tout bon, que penser du secteur Éloise usinant? Il y a une entrée d'autoroute, un accès qui est quand même assez facile. Des fois, on va aussi vite depuis Éloise que depuis Savigny où je suis moi. Donc oui, c'est bon d'y penser, oui. Ça veut dire que dans ces secteurs un peu plus reculés, avec les accès d'autoroute, voilà. Bon, après, faut que les douanes soient ouvertes, hein, parce que je vois que ça galère encore un peu le matin là en ce moment, mais bon, ça reste, ça va s'ouvrir. Hein, gardons le moral, ça va s'ouvrir, les frontières, ça va s'ouvrir. Alors, maintenant, dernière partie, on va quelques petites conseils, recommandations qu'on pourrait vous soumettre pour ceux qui veulent l'acheter. Je sais pas qui c'est qui commence, qui nous parle un peu de vous pouvez prendre les points chacun votre tour. Par exemple, on pourrait Ludo ou Alexandre bien définir ses besoins. Par exemple, Alexandre, ça veut dire quoi? En fait, moi, quand on a préparé cette conférence, effectivement, je dirais qu'avant tout, un acquéreur, il doit bien définir ses besoins et son projet de vie. Ses besoins en termes de est-ce qu'il doit être loin des écoles, pas loin des écoles, de ce qu'ils ont besoin en termes de surface, de jardin, pas de jardin. Donc, il faut déjà discuter longuement avec son agent immobilier qui vous fera
part de son professionnalisme dans votre recherche. Et puis après, effectivement, voir avec vous pour bien définir aussi la capacité financière et de boucler tout le projet. Donc moi, je pense que en un, il faut déjà bien discuter avec son agent immobilier et puis se rendre compte de ce dont on a besoin réellement. On voit que les clients souvent viennent avec un premier cahier des charges, mais que les choses évoluent et changent beaucoup. Donc ça, c'est tout notre rôle d'arriver à comprendre leur projet de vie. Ludo, Patrice, par rapport à ça? Je rejoins Alexandre. Il va falloir que les gens se projettent peut-être un petit peu plus. Là, on vivait dans l'instant. Voilà, il suffisait que le matin, on était bloqué pendant 1 heure et demie dans le trafic pour qu'on se dise, voilà, je vais habiter beaucoup plus proche. Mais voilà, il faut voir ça sur 7-8 ans. Et voilà, et qu'est-ce qu'on veut offrir aux enfants. Finalement, c'est peut-être pas si s'éloigner un petit peu, ça a peut-être pas beaucoup plus d'influence sur la vie globale, mais par contre on accède à plus de confort. Il faut pas se fermer. Je pense qu'il faut pas se fermer à certains secteurs. Il faut vraiment voir le bien. On parlait des emplacements. Tous les emplacements sont bons. Il suffit d'y trouver le positif. Mais par rapport à soi-même, c'est ça, par rapport à soi-même. Quel style de vie on veut avoir. Il y aura, je pense, vraiment un effort de projection. C'est pas seulement, on n'achète pas une baguette de pain et il faut vraiment se projeter à plus long terme. Et je pense qu'on le faisait trop sur de l'instantané, trop sur le moment. Et il va falloir changer un petit peu ça. Et je rejoins Alexandre, il va falloir discuter, mais que les gens soient ouverts, parce que ils étaient vraiment. Je suis citadin, je suis rural, je vais être en ville, mais aujourd'hui, et on voit que de toute façon, au bout de 2-3 ans, ils changent d'idée. Donc le changement d'idée, il a un coût aussi si on le fait, si on a des projets qui varient comme ça tous les 2-3 ans. On voit que c'est quand même moins intéressant dans l'investissement. Il faut le voir un petit peu plus longtemps. Donc voilà, on en parlera tous ensemble. Ok. J'enchaîne. Définir sa capacité d'achat. Moi, je peux vous en parler parce que donc on est courtier chez Monto.com. Si vous aviez pas compris ou si vous saviez pas. Voilà. Donc définir sa capacité d'achat, ça devient d'autant plus important. Je dis, c'est parce que ces derniers mois, ça a quand même pas mal bougé. Les banques, elles ont quand même modifié leurs critères d'octroi. Et je pense qu'avant de s'engager, il faut soit voir votre banque, soit, à mon avis, plutôt voir un courtier, parce que votre banque, elle vous donnera une position par rapport à sa politique de crédit, alors que peut-être qu'il y a d'autres banques qui acceptent des conditions différentes, avec des taux différents et d'autres critères qui permettent d'ouvrir un peu votre champ d'action. Là, par exemple, on a un partenaire qui nous dit qu'il peut encore faire du financement à 100%, voire 110% sur des objets locatifs, du financement sur 35 ans. Donc, vous voyez, si vous allez voir votre banque, elle vous dira non sur 20 ans, et puis il y en a un autre qui vous dira oui sur 35 ans. Donc, voilà, ça c'est... Mais bien définir en amont. Et puis, si vous vendez, je pense que c'est aussi important de bien checker avant de signer un compromis. Donc, c'est l'intérêt de passer par une agence parce que ils font aussi ce boulot-là de checker la solvabilité de l'acheteur. Et parce que si vous signez un compromis, vous êtes engagé. Et donc, si vous êtes avec un acheteur dont la situation financière, elle ne permettra pas d'obtenir un financement, vous avez perdu 3 mois ou 6 mois. Oui, ce qu'il faut savoir, c'est que 3/4 des échecs de ventes immobilières sont des échecs sur des ventes qui ont lieu entre particuliers. Le rôle des agences immobilières est en collaboration avec les courtiers est très important. Voilà. Oui, puis moi je pense on a un double intérêt aujourd'hui. C'est vrai que la première chose pour un client, c'est de faire une projection de financement, puisque aujourd'hui les taux sont tellement bas que ça permet au client d'avoir une capacité financière plus élevée. Donc ça a vraiment un intérêt primordial de savoir sur quel budget on peut se positionner. Et la deuxième chose, effectivement, c'est d'être accompagné, d'avoir un accompagnement par un courtier comme Christophe. Oui, tout à fait. Et un accompagnement. Moi, très souvent, les clients, quand ils ont vu leur propre banque, quand ils ont fait appel après à des courtiers comme Christophe ou Sandrine, le projet a complètement changé. Il était plus fluide, plus facile, et ils ont
souvent eu une capacité d'emprunt qui était un petit peu plus élevée que ce qu'ils pensaient. Oui, et c'est ce que j'allais préciser, c'est que préparer son budget tout seul, il y a des gens qui savent le faire, mais beaucoup n'ont pas les outils pour ça. Ça se prépare un dossier financier, ça se défend auprès de la banque, ça se présente, et là les courtiers ont un rôle prédominant par rapport à ça, parce que eux ils savent tirer parti des points positifs de chacun et pouvoir le présenter correctement à la banque. Donc là où on aurait des budgets peut-être limités ou voire même des échecs, des gens qui vont directement à la banque tout seuls parce qu'ils savent pas présenter leur dossier, eh bien le courtier peut apporter plus de fluidité effectivement. Oui, puis il gagne beaucoup de temps. Et c'est pas moi qui... Ouais, et c'est pas moi qui vous parle du métier de courtier, vous avez vu Oh, c'est vrai. Hein, Non, mais je pense qu'il y a une vraie complémentarité. Je plaisante un peu, mais on a une vraie complémentarité entre agent immobilier et courtier. Si on est là aujourd'hui, ben c'est aussi pour ça, parce que c'est vrai que on est très complémentaires dans nos métiers et ça simplifie la vie des gens, on leur fait gagner du temps. C'était le point suivant. Là, je sais pas si Patrice tu peux nous parler de l'intérêt de passer avec une agence. C'est vrai qu'on va gagner du temps. Il connaît son secteur. On va gagner du temps parce que bon, déjà il y a beaucoup de démarches en fait. On va dire juridiques, et c'est vrai qui nous permettent d'accompagner notre client. On a aussi donc une valeur de conseil, donc ça permet aussi de voir des points qui peuvent être d'appartements à rénover ou de biens où il faut faire des petits budgets de travaux ou pas. Ou ça permet de les orienter plus facilement sur leurs critères. Et je dirais qu'aujourd'hui, une agence, par le biais d'une agence, effectivement, on peut les mettre en relation avec nos partenaires, donc comme toi, Christophe, effectivement. Et ça, c'est un point essentiel puisqu'on en revient toujours au financement, qui leur permet souvent, quand on a l'assurance d'avoir le financement, d'obtenir peut-être plus facilement une négociation auprès d'un vendeur. Voilà, ça c'est important aussi. Ouais, ça c'est juste. Ouais. Pour terminer là, on parlait de se projeter. Je crois que Ludo, tu parlais de ça aussi tout à l'heure, de pas rester bloqué sur un bien. On parlait des fois du coup de cœur. Je crois que c'est Alexandre qui parlait du coup de cœur et que c'était pas le seul facteur de réussite. Qu'est-ce que tu peux nous dire autour de ça, Ludo, se projeter lors d'une visite C'est ce qu'on abordait tout à l'heure, c'est il faut rester ouvert parce que souvent on a des critères trop précis, je pense. On revient sur le truc, on veut être proche de la douane, on veut être proche des transports. Aujourd'hui, il y a peut-être d'autres solutions, d'autres visions, et il faut arriver à se projeter sur 7-8 ans, voire 10 ans. Parce que à 3-5 ans, ça fonctionne beaucoup moins bien. Donc il faut pas voir l'instant, il faut voir un petit peu plus loin. Alexandre, un complément là-dessus c'est exactement ça. Quand on fait appel à une agence immobilière, c'est pour avoir tout un tas de services et vous allez discuter avec votre agent immobilier, vous allez faire des visites. Et on se rend compte qu'on arrive avec notre cahier des charges et on va être obligé de renoncer à certaines choses. Et au final, le coup de cœur, il a un impact sur la décision d'achat. Mais je pense qu'après cette période, il y a tout un tas d'autres critères qui vont rentrer en compte sur le cadre de vie, le projet de vie. Et que voilà, il faut bien réfléchir à ce qu'on veut. Et il faut pas hésiter à faire appel à nous, quoi. Je veux dire, on est là pour ça. Tout à fait. Ok, messieurs. Alors, on va boucler parce que c'est 10h15. Moi, je voudrais juste, pour conclure, redire un peu, faire un petit peu un résumé de ce qu'on a échangé ce matin. A priori, la zone frontalière, elle restera attractive pour la population qui travaille à Genève. Donc, c'est vrai que le fait d'habiter à côté de Genève, ça reste quand même, ça nous protège un peu. Est-ce qu'on aura des secousses? Peut-être. Il se passera probablement des choses, mais c'est vrai que cette proximité avec une agglomération qui pèse maintenant plus d'1 million d'habitants, hein, le Grand Genève, donc ça nous protège quand même. Les acheteurs sont toujours là, en tout cas, donc on l'a vu, donc il faut pas attendre une baisse du marché à court terme. Donc ça veut dire que si vous voulez acheter ou vendre, ça changera rien d'attendre
attendre une semaine, un mois ou 3 mois. Dans 3 ans ou dans 5 ans, peut-être que ça aura changé. C'est difficile de le dire. Mais si les prix ont monté, on se dira mince, j'ai raté le truc. Et puis si les prix ont baissé, ben, entre-temps, vous avez payé un loyer, donc ça n'aura pas marché non plus. Donc voilà. Le type de bien recherché va évoluer. Donc on a vu que qu'avec le télétravail, on a d'autres types de biens, des biens qui étaient peut-être aujourd'hui un peu délaissés. Hein. D'autres nous parlaient du secteur de Valérie, là, donc il y a peut-être des choses. Les taux d'intérêt donc vont rester bas. Donc les acheteurs, ils auront toujours cette capacité d'achat pour peu qu'ils aient toujours un emploi, mais a priori ça devrait pas trop. Enfin, ça reste une question. Et puis, surtout, pour bien réussir son projet, moi, je dirais, donc, de ce que j'ai retenu, c'est bien définir ses besoins et son projet pour trouver le bon bien. Et que, effectivement, le coup de cœur, des fois, ça nous emmène dans des directions qui n'étaient pas forcément celles qui étaient prévues au début. Eh ben, écoutez, je vous remercie tous et toutes pour cette participation. Merci à toi, Christophe. Ben, je vous en prie, c'était avec beaucoup de plaisir. C'était, pour être transparent, c'était une première. Tous les participants, j'espère qu'on aura pu les éclairer et répondre à quelques questions. Oui, puis. Ouais. Alors, les participants. Alors, juste merci donc Patrice, merci Ludovic, merci Alexandre. Pour les participants, vous allez recevoir un email, vous nous donnerez votre avis, parce que ça m'intéresse de savoir un peu qu'est-ce que vous avez pensé de ça, qu'est-ce qu'on peut faire mieux, si on doit refaire des choses, qu'est-ce que vous aimeriez entendre ou voir. Donc, vous allez recevoir un avis, vous allez recevoir aussi un mail où vous aurez la possibilité de revoir ça en replay. Et puis, je vous enverrai les coordonnées des intervenantes de ce matin pour que si vous avez besoin de les contacter pour que vous avez des questions, ben, n'hésitez pas. Merci. Voilà, ben, écoutez, merci à tous. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Désolé, on a pris 20 minutes de retard. Mais je vous souhaite une belle journée à tous et puis je vous dis à bientôt. Et ben, bonne journée. On va profiter du beau temps et du week-end. Allez, ciao, ciao. À bientôt. Ciao, ciao.